DJ please coupe le son. Cette fois-ci le jury va chérer. C'est vrai que les répètes sont forts, mais la danse des matins nous a fait rigoler. Les matins ont gagné, voilà que les pâtés sont vexés. Cette fois-ci ça y est, c'est confirmé. Même Amatoutou ne peut plus rien changer. Papa, on ne Bonjour, bon dimanche à tous. Merci de vous savoir nombreux devant votre petit écran pour regarder cette émission dominicale. Comme tous les dimanches, voici le sommaire de cette édition. Bonjour. Histoire de modification de constitution en Afrique, on en reparle. Cette fois-ci, c'est avec la République du Congo. Le président Sassou, une trentaine d'années de règne cumulé sur l'une des rives du Congo, convie son peuple à dire si oui ou non il est d'accord avec des projets d'aménagement de certaines dispositions de la loi fondamentale. Mais l'affaire se déroule dans la douleur. Pro-Sassou et anti-modification de la Constitution, s'affrontant brutalement, comme cela l'a été hier au Burkina, au Burundi et même au Cameroun, ou comme cela s'annonce demain en Côte d'Ivoire et en RD Congo. Mais question, que valent nos constitutions en Afrique et donc nos institutions si on a l'impression qu'elles sont taillées à la mesure des dirigeants? Doit-on valider un modèle démocratique africain qui n'intègre pas l'alternance systématique au sommet de l'État? Voilà la première, sous la manchette de Canal Presse. Paul Biya tient à son plan d'urgence. Ce n'est pas au gouvernement du 2 octobre 2015 qu'il faut le rappeler. On le sait, au cours du conseil ministériel du 15 dernier, le président l'a bien souligné devant ses ministres. Ce plan vise la résorption des problèmes urgents en attendant l'émergence en 2035. Mais il y a ce préalable, franchir 6 points de croissance pour se rapprocher des projections du DSCE, tableau de bord de la vision 2035. En attendant, il faudrait peut-être scruter la mise en œuvre du plan d'urgence et puis savoir comment se fait son suivi et évaluation dans l'optique du redressement de la courbe de la croissance. Question aux invités de Canal Presse, débat dominical. C'est votre Agora télévisée. Bon débat. Merci Rodrigue Tonguet. On reçoit à présent nos différents panélistes qui vont nous permettre de décrypter l'actualité de la semaine. Bonjour, bienvenue Parfait Siki. Bonjour Bouba. Avec vous, on parle de cette actualité culturelle, le nouveau ministre de la Culture qui commande un outil de compte d'affectation spéciale de la politique culturelle. Est-ce que cela va aboutir à des résultats, selon vous, plus ou moins explosifs? Probablement. Parce que, voyez-vous, il s'agit quand même d'un constat a priori. Celui qui a d'ailleurs qui a provoqué l'audit, qui peut être questionnable. Au moment où le gouvernement est réaménagé le 2 octobre, ce compte qui est initialement doté d'1 milliard de francs CFA affiche une consommation de 1 milliard 96 millions 150 000 francs. Donc un dépassement déjà de 96 millions 150 000. Mais mieux, il y a des factures en instance de l'ordre d'à peu près 700 millions de francs CFA. Donc, le tout nouveau ministre qui arrive doit quand même se poser la question, mais comment est-ce que je fais devant cette situation? D'ailleurs, comment retrouver les 796 milliards, en fait? Oui, mais c'est un million de francs CFA. Il peut même se poser la question, comment, à quoi a servi cet argent? Comment est-ce qu'il a été consommé? Est-ce que c'est le ministère des Finances qui n'a pas pourvu les fonds comme cela se devrait? Est-ce que ces fonds ont été dilapidés? Est-ce qu'ils ont été utilisés à bon escient? Il a raison de faire un audit. Et je suis de ceux qui pensent que tous les ministres, devant de telles situations, devraient faire un audit quand ils arrivent, afin que les responsabilités soient clairement établies
lors de la passation de pouvoir, pour que l'on ne tombe pas dans ces accusations que l'on voit souvent. Donc, nous tous, nous avons suivi ce qui se passe dans le milieu de la culture. On a vu comment ça évolue. Certains sont bien entretenus, d'autres pas. Il est bon qu'un coup de projecteur soit envoyé sur ce compte d'affectation spéciale afin que la vérité éclate. J'espère que le moment des résultats, nous serons autant informés qu'au moment du lancement de l'audit. In fine, quel est le but recherché par le professeur Mouele Kombi? Je crois qu'il veut d'abord se dédouaner de tout ce qui a été fait. Je crois qu'il veut se dédouaner clairement. Il prend l'opinion publique, au moins. Quand je dis l'opinion publique, sa lettre n'était pas spécialement destinée à l'opinion publique. Elle était destinée au ministre des Finances afin qu'il envoie une mission d'audit pour ce compte d'affectation spéciale. Mais je suis sûr que c'est une façon de prendre date. Dire, bon, moi j'arrive, voici ce que je trouve. Je ne serai comptable que de ce qui arrive après moi et pas ce qui arrive avant moi. Je crois que c'est l'objectif premier de cet audit. Bon, naturellement, après, il faut bien s'assurer que ces fonds, comme je l'ai déjà dit, ont été bien gérés et ce n'est pas un moindre souci que celui de la reddition des comptes. Alors, dernière question sur ce sujet. Est-ce que les autres ministres ne doivent pas suivre les traces? Si, je l'ai dit, les autres ministres devraient. Ils ont sous leur responsabilité beaucoup de fonds pareils. Il y en a qui ont des programmes, il y en a qui ont des comités, etc. sous leur responsabilité. Il est normal que des audits, pas pour bloquer le fonctionnement, mais vraiment pour clarifier la situation, au moins financière. Il est normal que quand un nouveau ministre arrive, vraiment qu'il prenne date et qu'il prenne l'opinion publique à témoin de ce que voici la situation qu'il trouve, afin que l'on sache de quoi tout cela retourne par la suite. Merci à vous, Parfait Siki Thierrindo. Bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2. Directeur de publication intégration. La semaine dernière, on parlait déjà du suivi des évaluations dans différents secteurs. Alors, intégration prépare un dossier apparemment dans ce sens pour cette semaine qui commence. Pour les jours à venir, nous préparons un dossier qui sera dans le sillage de la grande rencontre qui aura lieu ici à Yaoundé du 9 au 13 novembre. Une rencontre sur le suivi et évaluation au service de l'efficacité et des politiques publiques au Cameroun. C'est une conférence qui est organisée par la CADEA. La CADEA, c'est une association camerounaise spécialisée dans l'évaluation. Donc nous avons voulu entrer dans cette mouvance et rester aussi dans l'idée de l'année de l'évaluation telle que décrétée par l'ONU. Donc c'est aussi ça le travail d'un journaliste. Ça se passe seulement au Cameroun, dans la sous-région? Comment est-ce que cela se matérialise sur le terrain? Alors, l'évaluation suivie. Alors, l'exemple de Parfait Siki, la question d'entrée de Parfait Siki, montre très bien que nous sommes dans un environnement qui a besoin de ce que j'appelle la culture du suivi-évaluation. C'est-à-dire que l'arrivée du ministre de la Culture qui demande un audit, ça devrait aller de soi, c'est-à-dire que c'est, je peux dire au b.a.-ba du management. Quand vous arrivez dans une structure, vous devez faire une évaluation de la situation, une évaluation pour savoir comment se porte la structure. Bon, la presse, ou bien alors les gens voient en l'audit commandé par M. Kombi-Mouele peut-être un début de descente aux enfers de Mme Mouna, peut-être, mais je crois que l'idée derrière, c'est d'abord d'avoir la situation claire, évaluer la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui au ministère de la Culture. Et en fonction de l'évaluation qui en sortira, le ministre pourra prendre les décisions managériales qui s'imposent. Pour revenir donc à la situation en Afrique centrale, et je parle du Cameroun, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a une association, la CADEA, qui sensibilise dans ce sens, mais il reste que les gestionnaires de la fortune publique
les gestionnaires des politiques publiques doivent intégrer la culture du suivi-évaluation pour qu'on puisse savoir exactement où on en est, où on va et comment ça se passe, avec quels outils. Cela est vrai pour le Cameroun, cela est également vrai pour les autres pays de la sous-région. Donc c'est quelque chose qui semble nouveau ici, qui est ailleurs connu depuis longtemps, mais que nous avons intérêt, nous, Africains de la zone, de l'espace Afrique centrale, nous avons intérêt, disais-je, à intégrer ça dans notre fonctionnement quotidien. Jean-Baptiste Atemengue, bonjour et bienvenue. Bonjour Bouba et bonjour aux téléspectateurs de Canal 2. 15 ans de prison ferme pour Charles Metouk. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? En tout cas, c'est une condamnation de plus, sûrement pas la dernière. Je crois que cela entre dans la poursuite de l'assainissement, de la gestion des fonds publics. Je crois que l'intéressé a la possibilité de faire appel. C'est une condamnation en première instance. Je crois que ces décisions sont prises par notre justice qui rend ses sentences au nom du peuple. Il faut faire confiance et laisser chaque responsable en charge de la gestion des fonds publics s'expliquer quand il y a des dérapages. Je crois que c'est nécessaire et voulu par l'ensemble du peuple. Vous voyez tous les besoins auxquels le gouvernement doit faire face. Et si on poursuit cette façon de gérer qui, heureusement, s'améliore les fonds publics, je crois qu'on ne sera jamais émergent. Donc je crois que c'est... Alors, vous parlez de façon de gérer des fonds publics. On annonce les ministres sortis du gouvernement du 2 octobre. Certains ministres sont annoncés pour la prison centrale de Koningui. Est-ce que on peut reparler là de l'opération Épervier qui repart de la plus belle manière? Bon, ceux qui annoncent savent peut-être mieux que moi si... Il y en a même qui sont malades et qui refusent d'être interdits de sortie. C'est une réalité quand même. Peut-être on ne peut pas citer les noms, mais... Je l'ai lu dans la presse, mais je crois que il faut que les mœurs évoluent et que ça soit quelque chose de normal. Quand un ministre... Nous sommes dans une phase de transition où, effectivement, nos responsables ne prennent pas toujours la mesure de ce qui a quand même déjà duré un certain temps. C'est-à-dire que la volonté de mieux gérer les fonds publics est réelle, même si les gens veulent politiser. Et je crois que ça ne rend pas service ni aux gestionnaires de fonds publics, ni au peuple. Parce que quand on dit qu'on a interpellé tel pour des raisons politiques, et alors qu'on sait très bien que la justice rend froidement ses décisions de façon apolitique, je crois que certains poursuivent cette façon de gérer en pensant que eux, tant qu'ils n'ont pas d'ambition politique contre le régime en place, ils pourraient toujours tout faire. Je crois qu'il faut qu'on soit clair et que tous ceux qui sont en charge d'un certain nombre de gérer les fonds publics doivent rendre compte. Je crois que c'est quelque chose qui doit être considéré comme normal aujourd'hui, désormais, qui ne va pas s'arrêter, j'espère. Doit-on, dernière question pour sortir de cette préoccupation, doit-on, oui ou non, accorder l'évacuation sanitaire au commis de l'État qui est plus ou moins passible ou alors coupable de quelques détournements de fonds publics? Je crois que le principe d'évacuation sanitaire existe, mais pour ceux qui ont des dossiers en justice, qui sont condamnés, par exemple, ils n'ont pas droit à cette évacuation sanitaire, ils sont traités, soignés sur place. Donc celui qui est déjà, qui a une procédure en cours, je trouve anormal qu'effectivement qu'il puisse sortir du territoire. Surtout si, comme ça se dit dans la presse, son passeport a été déjà peut-être probablement retiré, donc je crois qu'il n'a pas... Il n'est pas le seul d'ailleurs, ils sont nombreux, anciens membres du gouvernement. Il est normal que le système judiciaire, il est tout à fait normal que le système judiciaire, lorsqu'il y a des enquêtes concernant quelqu'un, interdise à ce dernier de sortir du territoire. Oui. Serge Espoir Matomba, bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal D et bonjour à tous mes copanélistes. On parle avec vous de ce déploiement de 300 soldats américains sur le territoire camerounais. On peut d'ores et déjà crier gare aux
triomphalisme. Est-ce que vous partagez cette réserve, par exemple, du journal L'Œil du Sahel? Oui, je partage la réserve du journal L'Œil du Sahel. Et je suis personnellement contre le fait qu'une armée étrangère se retrouve présente dans un territoire dit indépendant. Déjà, il y a... Même si c'est à la demande de ce disons pays-là. que les États-Unis et le Cameroun collaborent depuis toujours. Donc, il y a, pendant même cette lutte contre Boko Haram, les États-Unis ont offert plusieurs fois des véhicules à notre armée. Et les missions qui sont assignées aux 300 soldats qui viennent au Cameroun, ces missions pouvaient être exécutées hors du Cameroun aussi. Il faut savoir que la plupart des drones américains qui sont pilotés dans le monde entier sont gérés à partir de l'Allemagne. C'est-à-dire c'est à partir de l'Allemagne que les drones sont pilotés. Alors, pour des missions de surveillance et de renseignement, les Américains pouvaient aussi le faire hors du Cameroun. Voyez-vous, certains peuvent croire que c'est une très bonne chose. Oui, c'est une bonne chose dans la mesure où nous pouvons tirer profit. Il faut savoir que les Américains ne viennent pas au Cameroun pour l'intérêt du Cameroun ou alors pour le bien-être des Camerounais. Ils viennent au Cameroun pour leur intérêt. Mais nous devons pouvoir savoir jauger et voir où et à quel endroit nous pouvons tirer profit de leur présence ou alors de la collaboration même. C'est évident que nous devons avoir beaucoup de réserves. Alors beaucoup de réserves parce qu'ils ne sont pas là pour nos beaux yeux. Ils ne sont pas là pour nos beaux yeux. Sur le terrain, il y a un regain de tension. On a parlé dans la zone du septentrion, dans la zone septentrionale, notamment à Kerewa, une autre attaque de Boko Haram. Il faut noter que depuis l'annonce déjà de l'arrivée de ces 300 soldats, il y a un regain de tension, comme vous le dites si bien, et le moral même de nos soldats sur le terrain n'est plus à... Les soldats ne sont plus à 100% dans le fond de la guerre parce qu'ils estiment... la venue des Américains? Ils estiment qu'à un moment donné, on sous-estime les efforts qu'ils fournissent sur le terrain. Pourtant, ils ont fait le gros du travail. Ils ont fait du gros travail et ils font du bon travail surtout, qu'il faut chaque fois féliciter. Et l'arrivée de ceux-ci démontre que, évidemment, le sommet de l'État fait ce qu'il pense, quand il pense, il s'en fout des conséquences. Tout est fait pour, évidemment, préserver le siège. Merci Serge Espoir Matomba, premier secrétaire du PUR. On accueille le 5e invité, le professeur Mathias Onanguini. Professeur, bonjour, bienvenue. Bonjour aux téléspectateurs. Je vous accueille avec la Côte d'Ivoire, les élections. Comment est-ce que vous voyez les élections en Côte d'Ivoire? Quelle lecture? L'élection en Côte d'Ivoire est dans le classique des élections africaines. C'est une élection verrouillée, c'est une élection non compétitive. C'est une élection dont la structure montre qu'en réalité, la compétition politique ne vaut pas. C'est le genre d'élection qui donne un équilibre, le candidat gagnant avec 75-80%. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, professeur? Mais vous avez vu les conditions dans lesquelles on est allé à l'élection en Côte d'Ivoire, l'absence de consensus sur les règles du jeu, le manque de confiance vis-à-vis de la commission électorale indépendante, la controverse sur la couverture médiatique du processus électoral, la question du nombre d'inscrits et de la nécessité d'enrôler un certain nombre de citoyens en âge de voter. Tout cela fait que précisément l'élection n'a pas créé un certain nombre de garanties en termes d'équité et d'équilibre. Et vous avez vu qu'un certain nombre de leaders plus ou moins consistants politiquement ont décidé de jeter l'éponge, tels que Charles Konambani, tels que Konan Kwadio Bertin, tels que Mamadou Koulibaly et d'autres. Ils ont décidé de ne pas se présenter à cette élection, même si peut-être certains diront que c'est la peur de faire face à cette épreuve-là. Peut-on parler du concept ivoirien nouveau? Pour vous, quand vous regardez l'atmosphère, l'ambiance dans laquelle se déroulent ces élections en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut dire que préalablement, il y a eu réconciliation? Non, la réconciliation est loin d'être atteinte, mais on peut dire que si la réconciliation est loin d'atteindre, ce n'est pas simplement le fait d'un groupe ou d'un camp. C'est le fait qu'en réalité, il n'y a pas de dialogue entre les différentes forces sociales et politiques. Il est vrai que dans ce type de situation, ceux qui contrôlent les commandes du pouvoir ont un rôle essentiel. Et il me semble que la politique de réconciliation n'a pas été suffisante. Vous avez vu
D'ailleurs, que la personnalité qui était à la tête de la commission chargée de la réconciliation, elle-même a fini par se mettre à distance du groupe gouvernant, ce qui veut tout dire aussi. Merci professeur, merci cher monsieur. On prend la première pause consacrée à la revue de presse cette semaine qui porte la signature de Debo Harley Andebe. La nation tout entière portait encore le deuil après la disparition brutale des dizaines de compatriotes à la Mecque. Une journée de deuil national observée, un service interreligieux organisé à Yaoundé. Mais voilà que Boko Haram vient nous rappeler que ces cellules dormantes peuvent encore frapper fort au point de ôter la vie à un capitaine de notre armée. Robert Djinebo, un jeune officier de 34 ans, jusque-là commandant du secteur de Limani de l'opération Alpha du Bir, tué alors qu'il escortait une équipe du génie militaire. Un drame qui survient au moment où les soldats américains sont annoncés au Cameroun. Le président de la République a d'ailleurs reçu le général David Rodriguez, commandant du centre de commandement des États-Unis pour l'Afrique. Au menu des échanges entre les deux personnalités, l'important appui en nombre et en matériel apporté au Cameroun dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Mais vous le voyez, le sujet suscite déjà le débat dans les chaumières. Pour Émergence, le gouvernement se tue à ne démontrer que le bon côté de l'arrivée de 300 soldats américains au Cameroun, alors qu'il y a comme un agenda caché derrière. Le jour s'intéresse à ces questions que soulève justement leur arrivée au Cameroun. Le calendrier, la composition des troupes, la gestion de l'information. Le chef de l'État juge seul du timing pour communiquer sur les grands événements de la nation. Qui du droit des citoyens à l'information. La décision de faire venir les militaires américains au Cameroun n'a pas fait l'objet d'une consultation préalable de la représentation nationale. L'arrivée de ces militaires américains au Cameroun pour Baoba Hebdo consolide le positionnement de Paul Biya à Washington et met davantage la France à l'étroit. La France, dont l'ambassadrice au Cameroun fait une sortie au journal Émergence, son Excellence Christine Robichon parle des intérêts géostratégiques de son pays au Cameroun, de la montée en puissance de la Chine, de la guerre contre Boko Haram et du rapport d'Amnesty International qui met l'armée camerounaise à l'index quant aux accusations de viol et des droits de l'homme. On reste dans ce volet diplomatique pour parler de cette rumeur qui nomme finalement Ruben Kili, ambassadeur du Cameroun en France, une information qui circulait dans les rédactions démentie par le concerné, l'ancien ministre des Transports, qui dit avoir reçu des félicitations alors que le décret irrélatif n'existe nulle part. Info ou intox sur le cas Essimé, l'ex-ministre de l'Agriculture, selon l'épervier, détiendrait un revolver dans sa chambre d'hospitalisation. D'ailleurs, son comportement suspect contrarie les médecins au moment où les voix s'élèvent pour dénoncer son évacuation sanitaire en préparation pour le soustraire des mailles de la justice. La justice où les affaires d'Ngale Bibéhé sont arrivées selon sans détour. Le nouveau ministre des enseignements secondaires, attendu sur le terrain de la rentrée scolaire, doit faire face à 2 dossiers devant les juridictions. Charles Metouk, lui, déjà fixé sur son sort, 15 ans de prison. L'ancien directeur général de la Sonara, reconnu coupable de 108 millions de francs CFA. Du conflit Issa Tiroma Bakari, Peter Isoka au sujet d'Afrique Média, il est également question au quotidien Le Jour. De quelle marge de manœuvre dispose le Conseil national de la communication pour maintenir la suspension de cette télévision panafricaine, s'interroge notre confrère, qui constate que la récente sortie d'un proche collaborateur de Issa Tiroma Bakari sur l'affaire relance la question de l'indépendance de l'organe régulateur du secteur de la communication sociale au Cameroun. Juste une nuit d'observation au Centre national des urgences de Yaoundé, Henri Eyebe Aïssi a regagné son domicile après avoir été victime d'un accident de la circulation, son véhicule percuté par un groumier à Olembe. Pied de une du même journal, on parle des réformes universitaires 22 ans après, avec le point sur les infrastructures, les équipements, l'offre d'enseignement, le système d'évaluation. L'évaluation du système de formation dans le supérieur, justement, fait ressortir 72 185 instituts privés du Cameroun. De 12 instituts privés de l'enseignement supérieur en 2001, on en dénombre 185 en 2014, offrant une centaine de spécialités reparties dans plus de 40 filières. La filière agricole, toujours en attente d'une banque, s'offre d'une microfinance. L'œuvre de la Chambre d'agriculture, selon le quotidien de l'économie, les souscriptions au capital social ont lieu jusqu'au 15 décembre prochain. Un petit détour au premier conseil ministériel du gouvernement Yang 3. Paul Biya dit, et c'est écrit au journal de Sparks, nous devons faire plus, nous devons faire mieux. Pour Hot News, nul doute, le président
Paul Biya imprime le tempo pour parler de l'accélération de la croissance. Une croissance admise aux urgences selon le diapason de François Bocquet, parce que dans son aspect purement économique, le plan d'urgence est critiqué pour le manque de cohérence dans son processus d'élaboration. Au plan juridique, comme une violation du régime financier de l'État, parce qu'au plan financier, il pourrait occasionner un endettement à outrance de l'État. Tout compte fait, les réalisations du plan d'urgence sont visibles déjà à Douala. Quelques chantiers lancés dans la capitale économique par une délégation interministérielle avec recommandations faites aux entreprises sélectionnées de veiller au respect des normes et du délai de 12 mois prescrits. Douala, où le premier ministre chef du gouvernement a présidé la cérémonie de réception des 9 locomotives Camrail, l'opérateur ferroviaire veut améliorer le transport des passagers par train. Le RDPC a son train d'avance sur le renouvellement des bureaux de ses organes de base. Entre le suivi des opérations, la gestion des premiers problèmes rencontrés sur le terrain et la mise à disposition progressive de la logistique, le secrétariat est au four et au moulin, alors que la circulaire du président national du parti interdit scrupuleusement tout recours à l'argent. Nombre de candidats à la présidence des sections constatent émergence, pillent les caisses publiques pour financer les opérations. Dans la Mofoua Pharma, par exemple, les messes des minuit se multiplient et les guerres de longs couteaux atteignent leur paroxysme, dit la tribune du Grand Sud. La vague parle du retour des vieux démons dans l'océan. Les amis d'hier se regardent en chien de faïence aujourd'hui entre la galaxie Benaye, Aimé Woumangiamba, l'Omer d'Ibipindi, le sénateur Grégoire Mbamba et Jean-Célestin Ouattat. Le renouvellement dans l'océan promet des étincelles. Mise en garde du préfet servi à tous les hommes politiques véreux qui mettront à mal l'ordre public dans le département. Les artistes ont applaudi sa nomination au ministère des Arts et de la Culture. Narcisse Mouele Kombi vient de poser son premier acte fort en commandant un audit du compte d'affectation spéciale déficitaire de plus de 96 millions de francs CFA. La culture, comme le football, où rien ne va plus, l'urgence de tout remettre à plat s'impose selon mutation. La lourde défaite des Lions indomptables à match amical contre le Nigeria remet en doute la compétitivité du 11 national. La reconstitution voulue par le président de la République est dans les basses. Peut-être que l'argent investi dans le football pourrait aider à bâtir des églises comme celle d'un Kilzok, baptisé au nom du Saint-Père Jean-Paul II, un bijou en plein cœur de la forêt équatoriale qui reçoit ses fidèles ce dimanche. Merci Debo Harley, Andébé, au plaisir de te retrouver la semaine prochaine pour une autre édition de revue de presse. On prend la première thématique consacrée à ce programme, l'Afrique, et l'habitude des révisions constitutionnelles à qui profitent les changements des constitutions en Afrique. Je commence par vous, professeur Mathias Onangini. Quel regard portez-vous sur le référendum qui se tient ce jour au Congo, qui vise à modifier la Constitution? Non, le Congo s'est mis dans la roue d'autres pays, le Tchad, le Cameroun, le Togo, qui ont révisé les constitutions pour permettre au président en place de continuer la course vers le gouvernement perpétuel. La technique juridique qui a été trouvée subtilement par Sassou avec ses juristes savants, ça a été de prendre le prétexte d'un référendum pour retoucher des dispositions constitutionnelles qui garantissaient non seulement une certaine stabilité, mais une modernisation des institutions. C'est à nouveau la preuve qu'il y a un problème avec l'Afrique subsaharienne, un problème de maturité. Est-ce qu'on peut éternellement tergiverser sur les institutions d'une société et penser qu'une société se limite à des dirigeants précis qui doivent monopoliser le pouvoir pour l'éternité? Ça, c'est un manque évident de maturité dont nous faisons preuve en Afrique. Ce qui est essentiel dans le concert international aujourd'hui, c'est la force des institutions et des systèmes institutionnels, parce que c'est ce qui permet au pays de pouvoir entreprendre un certain nombre de réformes qui sont nécessaires dans ce contexte-là et d'engager activement la modernisation. Ce genre de choses contribue à retarder encore plus l'Afrique et particulièrement l'Afrique centrale qui, de ce point de vue, est la zone la plus obscurantiste du monde. Alors, vous qui êtes un homme politique, Serge Espoir Batomba, est-ce que la révision constitutionnelle était-elle opportune au Congo?
Non, je ne le pense pas. Et puis, il faut dire que la révision constitutionnelle n'est pas un problème en tant que tel, ne devrait pas être un problème. À partir du moment où la révision va dans le sens du bien du peuple, c'est-à-dire l'ensemble du peuple. Sauf que le constat ici, c'est que la plupart des révisions dont nous avons qui sont présentées sont uniquement pour améliorer le siège du président de la République. Et c'est là, et pour l'éterniser au pouvoir, c'est justement à ce niveau qu'il y a le problème. Parce que si au moins la révision se faisait dans un autre sens, qui n'avait rien à voir avec la longévité du président, ou alors la prorogation du mandat du président au pouvoir, je pense que les peuples ne se soulèveraient pas. Les peuples donneraient obligatoirement le quitus aux différents parlements ou par référendum pour que la Constitution soit modifiée. Le problème, justement, c'est le poste de président dont certains estiment qu'ils ont la légitimité, le droit absolu de régner à vie sur ces pouvoirs-là. Et il faut noter que la plupart des pays qui ont modifié les constitutions, ces dirigeants sont partis par coup d'État. S'ils ne sont pas partis par coup d'État, ils sont morts au pouvoir. Et c'est dangereux pour, n'est-ce pas, l'avancement de nos différents pays. Quand on regarde un peu partout, Jean-Baptiste Atemengue, que ce soit au Cameroun, au Tchad et même au Congo, on a comme l'impression que c'est plus une affaire de révision conjoncturelle que structurelle. C'est votre avis? Non, je pense que il faut bâtir des institutions fortes dans un contexte qui est le nôtre. Je ne suis pas d'accord avec le professeur lorsqu'il dit que de façon très pessimiste que l'Afrique centrale est la zone la plus obscurantiste au monde. Je crois que on vit plus librement en Afrique centrale qu'en Afghanistan ou en Arabie Saoudite ou ailleurs. La moitié de l'humanité vit dans des régions au monde où aucun Camerounais ne rêverait de vivre. Je crois que nous avançons, nous ne sommes pas le paradis, mais nous avançons et je crois que c'est cette progression qu'il faut prendre en compte, même si elle n'est pas assez rapide pour certains. Le problème des constitutions qu'on modifie aujourd'hui pour, entre guillemets, maintenir les chefs d'État au pouvoir, c'est peut-être justement parce qu'on a intégré une limitation de mandat de façon précoce pour certains de ces pays. Je remarque que dans certains États africains, on n'a pas eu besoin de cette limitation de mandat pour que des présidents en place perdent des élections, que ce soit au Sénégal, au Congo même d'ailleurs, le président Sassou a perdu des élections une première fois face à l'Issouba. On n'a pas eu de limitation de mandat à Madagascar ou au Ghana ou ailleurs. Il y a eu des États africains sans passer par ce blocage constitutionnel où le peuple a pu virer des chefs de l'État par les urnes. Et je crois qu'il faut éviter d'utiliser un système inadapté pour faire partie des chefs d'État de certains États, je veux dire, qui effectivement estiment qu'ils ont encore une certaine légitimité. Si on prend l'exemple du Rwanda, le président Kagame, et c'est pour ça justement que la communauté internationale n'a pas beaucoup insisté sur ce dossier, il est évident que le président Kagame a acquis une certaine légitimité par le travail social et économique qu'il a battu et qu'aujourd'hui le peuple rwandais a effectivement l'impression que s'il partait, il y aurait des lendemains incertains. Ça ne signifie pas qu'ailleurs, les autres chefs d'État qui se maintiennent ont fait le même travail, mais je veux dire qu'il faut relativiser. Si le peuple est mûr pour trier, choisir lors des moments électoraux qui doit diriger, je crois qu'il faut leur faire confiance. Ce n'est pas en bloquant le nombre de mandats. D'ailleurs, ce qui est une pratique très minoritaire, même parmi les pays démocratiquement avancés. Je crois que, et pourquoi d'ailleurs, moi personnellement j'ai toujours été contre ce principe, puisque a priori la démocratie ne se limite pas qu'à l'alternance ou à cette limitation des mandats au sommet de l'État. Pourquoi ne pas limiter les mandats des maires et des députés et qui, à mon avis, influencent beaucoup plus la vie quotidienne des citoyens. On pourrait aussi limiter les mandats des maires, les mandats des députés, pour prendre cet exemple. Je crois que le principe de limitation des mandats, qui est très à la mode, n'est pas
à mon humble avis, le synonyme de démocratie parfaite. Je crois qu'il faut faire confiance au peuple. Avant de poursuivre avec le principe de limitation de mandat avec vous, Parfait Siki, j'ai vu le professeur sourire tout à l'heure quand Jean-Baptiste Atemengue vous avez dit l'Afrique, le Cameroun notamment, c'est pas le paradis. C'est certainement pas le paradis, même si c'est pas l'enfer. J'insiste sur l'importance de structurer les institutions pour les rendre indépendantes de ceux qui les occupent. C'est ça le sens de la raison et c'est ça le sens de la modernité. Chaque fois qu'on emprisonne les institutions, on le paye toujours. Vous avez par la suite des processus extrêmement heurtés de succession parce qu'on n'a pas laissé la possibilité aux institutions de se consolider et de fonctionner au-delà des leaders. Il y a donc un prix qu'on paye. Ça, c'est le prix politique. Il y a même un prix économique. Certes, il y a des leaders pour finir, il y a des leaders qui peuvent être relativement efficaces, mais ça ne leur donne pas le droit de confisquer les institutions d'un pays. C'est pas parce que le président Kagame aura été un réformateur performant en bien des choses qu'il a le droit de confisquer les institutions du Rwanda parce qu'il aura été un bon dirigeant. Parfait Siki, dans les années 90, avec l'avènement du multipartisme, la tendance en Afrique était la limitation des mandats présidentiels. Mais aujourd'hui, pratiquement 15 ans après, on se rend compte que ce n'est plus le cas. Comment expliquer ce rétro-pédalage? Parce que tous ces chefs d'État étaient forcés d'introduire les limitations de mandat dans leur constitution. Ils n'ont jamais voulu introduire le mandat. Rappelez-vous, en 1996, il y avait eu une discussion à la suite de la tripartite. Il était question de limiter proposition de l'opposition à 2 mandats de 5 ans. Le pouvoir n'en voulait pas. Ils ont trouvé une entente. C'est que, bon, on va aller à une limitation, mais pour 14 ans. S'il vous plaît, un détail. C'est même pas seulement l'opposition, c'est le RDPC à l'Assemblée qui a demandé la limitation des mandats. Oui, mais avec cette nuance que le RDPC allait à 7 ans. Non, ça a été négocié après. Ça, c'était le jeu interne entre le président du RDPC, par ailleurs président de la République, et son groupe politique. D'accord. Donc, personne n'en voulait. Ce à quoi on assiste aujourd'hui était prévisible d'ailleurs. Était prévisible parce que ce que vous avez fait sous la contrainte, dès que vous en avez l'occasion, mais vous le contournez. Et c'est ce qui se passe partout en Afrique subsaharienne, comme on est en train de le voir. Et moi, je pense que chaque fois qu'un chef d'État s'estime indispensable à la stabilité de son pays, c'est qu'il a échoué. Parce que l'un de ses jobs, c'est de s'assurer que ce pays va continuer à vivre après lui. C'est l'un de ses jobs. Dès qu'il estime, lui, que s'il part du pouvoir, son pays sera instable et en danger, c'est qu'il a échoué. Et donc, tous ceux qui se maintiennent au pouvoir, sous le prétexte que ce sont eux-là, ceux-là même, qui garantissent la stabilité, ils sont en train d'affirmer haut et fort qu'ils ont échoué dans le mandat que le peuple leur a confié. Et je pense que M. Kagame n'est pas plus excusable que quelqu'un d'autre parce qu'il a mené des réformes et que le Rwanda est aujourd'hui un pays salué par la communauté internationale. Je pense aussi que en son temps, Bill Clinton avait un excellent bilan à la tête des États-Unis. Il est parti. Je pense que Barack Obama pourrait rester, mais il partira. Donc, je pense sincèrement qu'il arrive un temps où la gouvernance, c'est l'alternance. Il faut que ceux qui sont là depuis un certain temps, et depuis même longtemps pour certains, qu'ils cèdent la place, mais qu'on expérimente d'autres modes de gestion du pays. Alors, Thierry Ndong, la gouvernance, c'est l'alternance, pour reprendre les propos de Parfait Siki. Mais comment comprendre, par exemple, que certains de nos dirigeants africains pensent que, après eux, c'est le déluge. Pour eux, absolument, coûte que vaille, il faut se maintenir aux affaires jusqu'à ce qu'un mort s'en suive. Est-ce qu'ils se reprochent quelque chose? Au-delà du reproche, il faut aussi aller chercher dans notre anthropologie. Nous avons un héritage traditionnel qui veut que, généralement, le chef, il cède sa place quand il est parti. Ça, c'est une explication
qui peut tenir la route par rapport à la question que vous posez. Le chef ne doit pas passer la main, non, c'est ça? Dans notre, il faut absolument la mort pour qu'il dans puisse notre passer tradition, regardez bien, dans nos traditions, surtout nous au sud du Sahara, et je prends le cas du Cameroun, le chef, on le remplace quand il est mort. Le cas de l'Ouest, par exemple, qui est même dans le Grand Nord, Même dans le Grand Sud. et même dans le Grand Sud, le chef, c'est la mort qui le remplace. Est-ce que la démocratie est calquée sur Alors, ça? maintenant, je dis, ça, c'est une tentative d'explication qui tient la route. Maintenant, est-ce que nos institutions ont une forte connotation traditionnelle? Je suis hésitant. Je pense que nous sommes otages en même temps du modèle occidental qui nous est venu, des démocraties, et en même temps de notre héritage anthropologique qui est une façon de diriger. Aujourd'hui, est-ce que on doit critiquer le modèle occidental ou critiquer le modèle africain traditionnel? Je n'ai pas de réponse, mais je constate qu'il y a un problème. Et le problème se pose d'autant plus que nous avons des masses qui ne sont pas suffisamment averties, éduquées. Parce que elles sont pour l'essentiel analphabètes. Nous avons des masses qui ne savent pas choisir. On ne peut pas se leurrer. Le vote au Cameroun, par exemple, en Afrique centrale, est encore ethnique. Il tient encore compte des considérations qui n'ont rien à voir avec vraiment les programmes de campagne que présentent les candidats. Donc, quand vous mettez ensemble toutes ces choses-là, vous êtes avec moi d'accord qu'il y a encore du chemin. Et c'est pour cela que, à mon humble avis, les élites politiques qui tiennent le pouvoir ont une responsabilité devant l'histoire. Parce que c'est à elles véritablement de donner l'ola, de montrer la voie en évitant de s'agripper. Parce que on voit très bien que si la Constitution était une personne née en 90 avec les vents de l'Est, cette personne serait défigurée totalement aujourd'hui à force de lui faire des opérations chirurgicales chaque jour sur le corps. À Serge Espoir Matomba, doit-on ou alors peut-on parler d'une démocratie à l'africaine ou alors d'une démocratie universelle tout simplement? Disons que nous avons embrassé la démocratie, donc nous devons respecter les principes de la démocratie. Et les principes de la démocratie, l'alternance est obligatoire dans ces principes-là. Non, il est inadmissible que nous acceptons une chose et nous essayons de faire son contraire. Donc nos dirigeants ne peuvent pas, un temps soit peu, estimer qu'ils soient les seuls à pouvoir mener à bien, n'est-ce pas, le développement de nos différents pays. Je prends par exemple le cas du Cameroun, le pays dans lequel nous sommes. Voyez-vous, après 33 ans de pouvoir, M. Biya, par exemple, en allant modifier la Constitution en 2008, les aménagements qui ont été la modification de 2008, c'est évidemment, c'était pour s'éterniser au pouvoir. Mais comment peut-il penser, après 30 ans, aujourd'hui nous parlons de 33 ans, qu'il puisse être le Camerounais qui pourra amener le Cameroun vers un véritable développement? C'est inimaginable, c'est impensable. Ou alors penser que le Cameroun est une véritable chefferie où il faut attendre la mort du chef pour qu'on essaye de voir qui... Non. Les problèmes dont nous faisons face aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de la Côte d'Ivoire, où Houphouët-Boigny, en restant longtemps au pouvoir, a créé tous les problèmes que nous voyons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et c'est le même cas avec le Cameroun, ce serait le même cas avec l'Angola comme d'autres pays. Donc il est important que quand nous commençons à revenir à la base, et la base c'est déjà l'éducation, et obligatoirement nous devons passer par une alternance au pouvoir. C'est une obligation pour le bien du peuple, pour le développement du peuple. Vous voyez, quand on décide de diluer l'éducation d'un peuple, il parlait tout à l'heure de l'analphabétisation. Quand on décide de diluer, vous avez un peuple qui est là, qui sort voter parce qu'il reçoit
un morceau de pain, un morceau de viande. Il ne suit aucun programme. Je prendrai par exemple, je vais citer le RDPC ici, qui n'a généralement aucun programme en campagne. Le seul programme du RDPC, c'est Paul Biya Choga. Paul Biya, l'homme de la stabilité. C'est tout. Il ne vous présente rien de concret. C'est la raison pour laquelle nous allons certainement revenir dans les plans d'urgence. Nous sommes gouvernés par des plans d'urgence, parce que rien n'est prévu, rien n'a été, il n'y avait aucune prévision et rien n'a été approuvé par le peuple. Paul Biya Choga, Paul Biya Oye, c'est quand même un peu excessif de votre part. Alors Jean-Baptiste à Temengue, comment comprendre par exemple qu'après les événements du Burkina Faso, pourquoi Paul Kagame et Sassou tentent de passer en force? Non, ce n'est pas un passage en force. Je crois que la consultation populaire qui a lieu en ce moment au Congo n'est pas synonyme de passage en force. C'est une consultation populaire du peuple qui est réelle. Pourquoi il y a contestation? C'est tout à fait évident que ça n'arrange pas politiquement l'opposition congolaise. Mais ce que je veux dire, c'est que, pour paraphraser un de nos anciens professeurs à Bordeaux, le professeur Jean Dubois de Gaudisson, le constitutionnalisme ne peut s'implanter durablement que là où il y a un esprit libéral, un esprit démocratique. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. On a une fixation sur ces problèmes d'alternance en Afrique en oubliant les fondations. Je crois qu'il faut d'abord adopter une méthode progressive, Pour le cas du Congo, Brazzaville qui nous préoccupe aujourd'hui, je crois que de la conférence nationale, il y a bien une conférence nationale là-bas qui a été souveraine, qui a pris des décisions pour révolutionner de façon démocratique le pays. Suite à cette conférence nationale, il y a eu des élections, sauf qu'on a bien vu en 1997 que tout cela s'est écroulé et a fait payer au peuple congolais beaucoup de sang. Et aujourd'hui, c'est pour ça que les autorités françaises qu'on accuse, par exemple, de soutenir cette procédure, sont obligées d'être prudentes. La communauté internationale est obligée d'être prudente parce que, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. On peut tout à fait rêver des institutions parfaitement démocratiques en Afrique, mais il faut demeurer conscient du fait que chaque pays africain a un contexte particulier, avance en fonction de ce contexte et qu'il ne faut pas, certes il faut être idéaliste, mais il faut le faire de façon progressive, la mise en place de ces institutions et que certains, nous sommes tous d'accord que la démocratie c'est une fin en soi, mais je pense qu'il faut être réaliste. Et quand on a mis ces dispositifs constitutionnels il y a 15 ans dans la plupart de ces pays, c'était peut-être une concession du moment, mais voyez-vous, ce n'est pas réaliste en Afrique de l'imposer à tous les États aujourd'hui. D'abord parce que sur le plan démocratique, sur le plan théorique, je maintiens le fait que c'est une dérogation. Je veux dire que la limitation de mandat n'est pas quelque chose en démocratie qui est généralisé. C'est un dispositif qu'on veut instrumentaliser en Afrique, c'est pour mettre fin à certains pouvoirs parce qu'on estime que la gouvernance passe par là, mais en démocratie, c'est le peuple qui a le dernier mot. Je crois que de façon tout à fait, sans vouloir faire de procès d'intention, la réforme constitutionnelle au Congo aujourd'hui va au-delà seulement d'ailleurs de la limitation des mandats. Je crois qu'il y a des choses positives, même si on peut tout à fait penser que c'est le but de permettre au président Sassou de se présenter, mais il faut ce qui sera le cas d'ailleurs, mais il faut aussi voir tout le reste et miser sur le long terme. Je crois qu'il faut éviter d'être hyper idéaliste et penser que du jour au lendemain l'Afrique va... Et chaque État a ses spécificités. Je crois qu'il faut... S'il vous plaît, évitons de parler tous à la fois. Parfait, c'est qui je voulais vous relancer. Peut-être vous allez répondre. Il y a la parité, la parité que la Constitution congolaise impose aujourd'hui, c'est une révolution en Afrique au monde. Vous aurez l'occasion tout à l'heure. C'est un dispositif qui est utile, qui peut être utile, et il n'y a pas que la limitation de mandat qui est la seule réforme. Ok, peut-être en 30 secondes. En 30 secondes, je voudrais dire que le processus de limitation est la conséquence d'une consultation populaire qui avait eu lieu en début des années 90 avec les vents de l'Est. Donc aujourd'hui, un monsieur ne peut pas s'asseoir seul dans son camp, il brode un truc en disant on enlève les mandats. Non,
ça va faire l'objet des consultations et des débats. C'est à la suite de certains consensus que ça avait été admis. Le cas du Cameroun, Monsieur Edouard, alors secrétaire général de la présidence, explique très bien que ça fait l'objet d'un débat, même à la présidence de la République, où le président n'était pas pour 2 mandats. Mais c'est ce consensus populaire qui a généré ce que nous avons eu. Ça, c'est la première chose. Ouais. La seconde, c'est que vous invoquez les populations et leur droit de choisir. Nous savons tous que nos populations ne sont pas matures en matière de choix. Nous le savons tous. Donc nous ne pouvons pas faire aujourd'hui le jeu en disant que les populations vont choisir parce qu'elles sont... Non, on sait très bien qu'elles sont manipulées. On le sait. Donc il n'y a pas de possibilité de faire de démocratie en Afrique. Il y a des possibilités en respectant la Constitution aussi simplement. Avançons, parfait. Moi je vous relance sur le Congo. On reste sur le Congo. Peut-être on va revenir sur le Cameroun tout à l'heure. Comment comprendre par exemple la prise de position de la France par rapport à cette révision constitutionnelle? Est-ce que parce que Sassou leur a tout donné? La France est gênée en tout cas. La France est gênée. Quand vous me demandez de comprendre, moi je cherche à comprendre la position de la France. Elle n'est pas claire. Parce qu'un coup, la France dit qu'il faut qu'un consensus soit créé, que la Constitution soit respectée, que le président a parfaitement le droit de consulter son peuple. Un autre coup, il faut absolument respecter la Constitution. Donc, si les mandats, je suppose... Beaucoup d'ambiguïté. Donc, on comprend bien toute la gêne de la France parce que ces positions sont généralement motivées également par beaucoup de considérations, y compris économiques. Les intérêts français au Congo n'ont pas à être menacés à la suite de cette situation. Et je pense que il est clair que dans le cas congolais, en tout cas, pour la modification de la Constitution, cela n'est fait que pour les intérêts du président en place. Vraiment, M. Atemenga a beau expliquer toutes sortes de raisons qui peuvent avoir conduit à ci ou à ça. Et d'ailleurs, moi je trouve que je ne sais pas comment il lit les bonnes choses qui sont dans cette constitution. Moi j'en ai également lu quelques-unes où il est dit que, et on sent que c'est fait pour Sassou, qu'un Congolais ne pourra pas être extradé pour une raison ou pour une autre, je ne sais pas. Donc là, on voit un chef d'État qui se prémunit déjà contre la CPI, etc. Donc, vraiment, nous devons, nous, Africains, comprendre quand même que si Sassou avait eu les capacités, l'intelligence, l'expertise pour pouvoir mener le Congo au développement, ça se serait, on l'aurait su. Ça se saurait, il l'aurait fait, il a eu le temps, il est parti, il a eu une cure d'opposition, un recul, il est revenu et ça n'a pas changé. Donc vraiment, redonner le pouvoir à Sassou, c'est pour quel avenir des Congolais? Pour quel avenir? Pour réinventer quoi au Congo? Professeur Mathias Nangini, revenons au Cameroun, le cas qui nous intéresse avec la révision constitutionnelle de 2008. Est-ce que cette révision pourrait avoir un impact sur le devenir du Cameroun, notamment dans la transition au sommet de l'État? Mais elle a déjà un impact. Vous croyez que la déstabilisation dans notre pays et le fait viennent de quoi? Notre pays est déstabilisé? Mais bien sûr. Bien sûr. Par qui? Mais il est déstabilisé par des acteurs qui ne sont pas d'accord avec ce qui s'est passé en 2008. Et comment ça se matérialise? Mais ça se matérialise par les situations que vous voyez dans le nord du Cameroun. Vous pensez que c'est quelque chose qui est complètement extérieur? Comment sortir de cette situation donc? Bon, comment sortir? Comme c'est déjà fait, comme on dit mouiller, c'est mouiller. Maintenant, on va assumer. On assumera quel que soit le sens que l'histoire prendra. Moi, je pense que il faut venir au débat de fond. Le débat de fond, c'est que dans les situations historiques qui sont celles de nos pays d'Afrique, nous avons besoin de systèmes institutionnels qui soient indépendants de ceux qui, à un moment donné, assument les fonctions de pouvoir. Parce que c'est ça qui va nous donner les moyens de construire une politique d'autonomie et puis de matérialisation de notre souveraineté. Si nous avons des institutions qui sont emprisonnées par des leaders à qui on prête des qualités réelles ou alléguées, ces leaders-là
vont passer le temps à faire des pactes avec des puissances extérieures, que ce soit des États ou des organisations économiques, pour spolier nos ressources et en fait enlever à notre souveraineté tout son sens. Et la limitation des mandats en Afrique est nécessaire parce que la démocratie en soi n'est pas un système qui soit sans défaut. La démocratie a ses défauts. Elle-même doit être régulée. Parce que la démocratie peut se transformer, par exemple, en gouvernement arbitraire de la majorité sur la minorité. Au nom de la démocratie. Voilà pourquoi la théorie libérale a introduit ce qu'on appelle les checks and balances, c'est-à-dire le jeu des poids et contrepoids. On parle des élections. Le problème, c'est quoi? C'est que les processus électoraux sont faussés. Parce que s'il y avait des élections, on n'aurait pas besoin de recourir à la limitation des mandats, puisque le souverain populaire pourrait changer les mauvais dirigeants. Oui. Mais comme les processus électoraux sont verrouillés, l'hypocrisie qui consiste à dire « laissons le peuple se prononcer » vaut simplement reconduction éternelle de ceux qui sont là. Mais malheureusement, en termes de résultats, on voit. Vous voyez des leaders qui ont 70%, 80%, 90% et n'arrivent pas à gouverner, ne sont pas capables de donner à la société un cheminement clair, cohérent, consistant, performant. Dans le système de séparation de pouvoir, Thierindon, on se rend compte quand même qu'il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif. Comment comprendre au Cameroun, par exemple, que ces institutions ne fonctionnent presque pas? Elles fonctionnent. Presque pas. Elles fonctionnent, sauf qu'elles sont toutes, voilà, elles fonctionnent à leur manière et elles sont toutes aux ordres de qui on sait. J'aime souvent prononcer ici de toute façon, moi, je sais pas. Le professeur Mathias Onangini qui dit que nous avons un système politique qui a concentré tous les pouvoirs sur une seule personne. Ça fait que même les autres contre-pouvoirs qui auraient pu effectivement permettre au système de fonctionner sont, j'allais dire, cannibalisés par l'exécutif. On a affaibli les autres. Voilà. Que ceux qu'on ne pouvait pas contrôler ont été affaiblis. Voilà. Je parle de la presse. Donc nous sommes dans un environnement où vous verrez très bien que l'exécutif a la main mise sur le judiciaire et sur le législatif. N'en déplaise à ceux qui nous pompent des discours à longueur de journée en disant que, écoutez, nous avons des pouvoirs séparés. Mais quand vous regardez très bien, au fond, l'essentiel de pouvoir, pour ne pas dire l'ensemble des pouvoirs, se retrouve autour d'une personne. Et ça donne donc ce que le professeur Mathias Onangini dit souvent, que c'est un présidentialisme fort. Un seul exemple qui est très très simple. Il y a des rites dans les ordres sociaux. Le seul fait que quand le président de la République revient d'un voyage à l'étranger et que vous avez pour l'accueillir les autorités éminentes qui représentent le pouvoir législatif, est un acte d'allégeance. Oui. Ça veut dire qu'en réalité, les conditions pratiques de la séparation des pouvoirs sont remises en cause. Oui. Ça veut dire que le président du Sénat ou le président de l'Assemblée nationale n'ont pas à accueillir dans ces conditions-là le président de la République. Parce que sinon, ça vaut acte d'allégeance. Alors, on reste au Cameroun, peut-être dans la sous-région, Afrique centrale. On regarde du côté de la Guinée équatoriale, au Gabon, au Tchad, au Cameroun principalement. Les présidents qui font modifier les constitutions évoquent les risques d'instabilité après leur départ du pouvoir. Est-ce que cet argument, selon vous, est recevable? Écoutez, ce n'est recevable que pour eux, puisqu'ils le pensent. Leur départ du pouvoir ne créera aucune instabilité dans un territoire. Le problème, c'est qu'ils ont pu fabriquer, si on prend le cas du Cameroun, M. Biya a pu fabriquer tout autour de lui des personnes qui, d'une façon ou d'une autre, se retrouvent dans une position, vous savez, quand on transforme la fonction, le fonctionnaire commence à devenir beaucoup plus riche que l'homme, le privé. Ça devient un véritable problème. Vous voyez des gens, quand ils aspirent à des postes ministériels ou directeurs généraux des structures ici, ils essayent d'amasser beaucoup d'argent. Ils amassent beaucoup d'argent par des voies qui ne sont pas des voies très recommandées. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on amasse beaucoup d'argent, on a l'impression que
le pouvoir nous est à portée de main, parce que l'article 2, c'est-à-dire avantage et tout ce que vous commencez à jouir de cela, et vous pensez tout de suite qu'il faut aller vers la chaise la plus haute. Mais alors, ce qui se passe, c'est que vous avez fabriqué des démons, c'est-à-dire dans le cas de M. Biya, et vous vous rendez compte que ces personnes, demain, pourront occuper votre fauteuil. C'est en ce moment que vous parlez d'instabilité, parce que l'instabilité ne vient pas du peuple, vient de votre environnement proche que vous avez fabriqué. Regardez par exemple l'opération EPV aujourd'hui. Quand nous disons que l'opération EPV est à tête chercheuse, c'est à dessein. Quand ceux qui sont arrêtés, est-ce qu'ils sont les seuls corrompus de ce pays? Non, je ne le pense pas. Mais c'est des personnes qui, d'une façon ou d'une autre, à un moment donné, pensent qu'ils peuvent accéder au fauteuil, et c'est de là où on parle d'instabilité. Mais sinon, il y a un exemple, je vous coupe pas. Quand vous posez la question au président de la République sur le cas Lydiane Eyoum, qu'est-ce qu'il répond? Il dit moi je ne suis pas un adversaire politique, donc il n'y a pas de problème avec elle. C'est pas un adversaire politique, donc elle a recouvré 2 milliards, elle n'en a remis qu'un. Donc on lui pose la question sur Michel Thierry à Tangana, et dit lui c'est pas un adversaire politique, donc moi donc il s'occupe seulement des adversaires politiques. C'est quand c'est un adversaire politique il s'en occupe. Et vous constatez donc que c'est très grave, parce qu'en réalité ce n'est pas pour le bien du peuple qu'on parle d'instabilité après le départ du président. Et ce qui est encore beaucoup plus triste, c'est que dans ce peuple-là, vous retrouvez des individus qui vous disent, mais en dehors de lui, qui peut nous garantir la stabilité? Voyez-vous, nous sommes aujourd'hui dans une situation qui a été créée par le régime et le système Biya. Aujourd'hui, nous pleurons les morts tous les jours. Pas seulement dans le nord, sur nos routes, dans les hôpitaux, mais parce que, de façon exprès, ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire depuis près de 50 et quelque chose d'années. Parce que nous allons réduire à 33 ans où M. Biya est au pouvoir avec ces gens. Évidemment, c'est un désastre. Jean-Baptiste Temenga, à la suite de Parfait Siki et de Serge Espoir Matomba, à entendre parler les deux, l'opération Épervier est une opération d'épuration. C'est pas moi qui le président s'occupe essentiellement des adversaires politiques. C'est pas moi qui vais le débaptiser. Serge Espoir devrait s'appeler Serge Désespoir. Le discours qu'il tient, franchement, l'opération Épervier, c'est ça qui permet à certains qui sont aux affaires de penser qu'effectivement c'est la tête chercheuse. Je crois que notre discours doit contribuer à rationaliser le système. Et il est évident, et le constat est clair, que la gestion des fonds publics n'est pas bonne au Cameroun, et ça depuis des années, et qu'il faut mettre fin à ça. Et il faut interpeller. On va commencer à mettre fin à ça. Il faut respecter l'article 66. Le chef de l'État lui-même n'a jamais fait de déclaration de biens au Cameroun. Je pense que c'est marginal. Non, nous devons commencer par là. Nous devons commencer par là. Nous devons commencer par là. Parce qu'il faut que les gens qui occupent les hautes fonctions de l'État puissent déclarer déjà leurs biens, et à la suite, on pourra faire un véritable suivi et savoir. Abordons les choses. Serge Espoir, vous allez garder beaucoup d'espoir. Je garde l'espoir. Mais désespéré surtout. Je garde l'espoir. Désespéré surtout pas. Mais c'est pas réducteur quand même. Le président devait prêter par l'exemple, non? Non, abordons les choses de façon globale. Vous répondez pas à ma question. Nous sommes un pays en voie de développement. Et dans tous les pays en voie de développement, le système... Non, je veux dire, la corruption est de règle dans tous les pays de notre niveau de développement. Donc le problème, c'est comment faire évoluer ce système vers, puisque c'est nécessaire si on veut justement émerger économiquement, comment faire minimiser progressivement ces gaspillages, ces détournements de fonds publics. C'est la règle dans tous les pays de notre niveau. Il ne faut pas... Vous avez cité le Rwanda tout à l'heure. Vous avez cité le Rwanda tout à l'heure comme plus ou moins un exemple. Voyez-vous, le Rwanda est sorti d'un génocide en 1996. Mais où est le Rwanda aujourd'hui comparativement au Cameroun? Ça ne veut pas dire que... Vous parlez d'améliorer. On a besoin de 50 ans, de 100 ans. Nous avons côtoyé des économies qui sont aujourd'hui des économies, des puissances économiques. Je ne vois pas, à part des nuances, je ne vois pas quelle est la différence entre le Rwanda, le Bénin, le Ghana et le Cameroun. Nous sommes tous dans la même situation. Et même ceux des systèmes hors d'Afrique. Non, mais c'est la réalité. C'est grave d'entendre. Vous refusez. C'est quand même discutable, Jean-Baptiste. Il faut. Je pense qu'il y a des rêves que nous nourrissons tous, d'émerger, d'avoir une démocratie. C'est tout à fait normal. Mais je crois que il faut être très réaliste.
Et c'est aussi ça la responsabilité. Quand vous voyez la Chine aujourd'hui, il y a plus de 100 ministres chinois en prison. Ce n'est pas au Cameroun. Je crois que tout pays, tout système qui se quitte de la sauvagerie, d'un système d'État non moderne, qui veut avancer, passe par là. Et la problématique au Cameroun aujourd'hui, c'est avec passion certes, mais avec réalisme, de faire évoluer le système camerounais vers le minimum de détournement de fonds publics. Qui a Ce n'est créé pas cette par des situation? incantations qu'on va le faire. Et vous le laissez terminer. Vous allez prendre la parole juste, c'est promis, parfait. Vous le laissez terminer, s'il vous plaît. Et cela demande un discours ferme, mais bien orienté, parce que quand vous diluez ce phénomène au fait que c'est un problème de politique, vous contribuez à banaliser l'opération épervier et ces mesures fortes qui sont prises pour dire aux gens, vous pouvez voler l'argent partout où vous êtes, tant que vous ne recherchez pas, vous ne voulez pas être chef de l'État à la place du président Biya, vous serez libre. C'est faux. Parfait, Je voudrais quand même dire que quand le président Biya hérite de ce pays, il n'y a pas la corruption qu'on voit là. Qu'est-ce que vous en savez? Mais j'étais né, excusez-moi. Non. Donc je peux parler de ce que j'ai vu. Non, il y en avait. Sinon, on n'aurait pas parlé de moralisation. Il a parlé de rigueur, moralisation. Il a parlé de rigueur, moralisation. On n'était pas le pays le plus corrompu au monde en tout cas. Mais la mondialisation et le classement on n'était pas le pays le plus corrompu au monde. Et chacun peut témoigner de ce que les choses se passaient. Ce sont des préjugés, ce ne sont pas des préjugés. Nous étions là, monsieur Atemungue. Je ne parle pas de l'époque de l'UPC en 48, je n'étais pas né. Je parle d'une époque. Moi aussi j'étais là, je veux dire qu'il y avait la corruption en 48. Non, mais il y a toujours pas assez. Atemungue, pas assez par rapport à maintenant. Le contexte a bien évolué. Il y a toujours la corruption. En France, il y a la corruption. Il y a la corruption aux États-Unis. Il y a la corruption partout. Il y a la corruption. La question est une question de proportion. C'est ça le problème. C'est quelle est la richesse d'un pays et quelle proportion va dans la corruption. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a toujours la corruption quelque part. Quand le président Biya hérite de ce pays, on n'est pas au niveau où on se trouve là. Non, du tout. En termes de quoi? Dans ce pays, les ministres n'étaient pas les hommes les plus riches. Ah oui. Les fonctionnaires n'étaient pas les hommes les plus riches. Quand le président avait une autre idée de 82. Vous n'avez pas le président hérite. Non, j'étais là. C'est entièrement faux. Je ne sais pas où vous étiez. Le président de la République, je ne sais pas où vous était étiez. le plus riche de ce pays en 82. Je ne sais pas. Était le. Alors, je ne sais pas. Aujourd'hui, le plus riche n'est pas le président de la République. En 82, le plus riche camerounais, c'était le président de la République. Vous avez aujourd'hui, ce n'est pas le président de la République. Peut-être on va vous demander les statistiques. Vous avez l'information en 82. Vous devez savoir que en 82, le Cameroun le plus riche, c'était le président de la République. Sur quoi? Quelle source? Vous avez fait quelles enquêtes pour déterminer que le président était le plus riche? Ses comptes personnels en Suisse et au Cameroun. Était de combien? Alors, vous connaissez pas. Il était donc de combien? Voilà. Et ni son patrimoine immobilier, vous ne connaissez pas. Jean-Baptiste, on va pas vous dire que le président était le plus riche. Vous avez des idées reçues de ce qui était au Cameroun en 80. Jean-Baptiste, on va pas vous baptiser aussi. Vous allez permettre à de parfaire son raisonnement. Oui, je pense que y compris le pouvoir en place, lui-même reconnaît qu'il y a eu une dérive. Et la dérive a été sous le régime de Biya, sous le renouveau. Si vous niez ça, on comprend pourquoi on ne peut pas combattre la corruption. C'est-à-dire que vous commencez d'abord par nier votre propre maladie. C'est le renouveau qui gouverne le Nigeria, c'est le renouveau qui gouverne le Ghana, c'est le renouveau qui gouverne le Gabon, la Guinée équatoriale. Je vous dis, c'est un problème général de tous les pays de notre niveau de développement. Alors, Jean-Baptiste, c'est pas un débat entre vous et Parfait Siki. Ce n'est pas un excuse, mais ce n'est pas Jean-Baptiste, c'est pas un débat entre vous et Parfait Siki. Permettez-nous d'évoluer quand même. C'est pas le président qui gouverne le Nigeria. D'accord, mais c'est quand même lui qui gouverne le Cameroun. Entre-temps, le Nigeria est devenu première économie africaine. D'accord, on vous a compris, vous allez permettre. Le Cameroun est devenu quoi? Cher monsieur, vous allez permettre. Plus que nous, c'est votre classement. Jean-Baptiste, je serai obligé de vous rebaptiser là, si vous continuez. Alors, maintenant, professeur, quand on regarde finalement au Cameroun, à qui profite la révision constitutionnelle? Mais la révision en 2008 ne pouvait profiter qu'à une seule personne. Il n'y avait qu'une seule personne qui ne pouvait plus se présenter si la Constitution était restée en l'état. Donc c'est cette personne-là qui a bénéficié de la Constitution, ça c'est clair. Maintenant, les choses sont différentes. On aurait eu une évolution balisée si au moins on pouvait construire un vrai consensus sur les règles du jeu électoral. Mais
d'élection en élection, le constat, c'est qu'il n'y a jamais d'accord entre les acteurs du jeu politique camerounais sur les règles du jeu électoral. Dès qu'il n'y a pas accord dans un pays sur les règles du jeu électoral, il n'y a pas de démocratie électorale. Parce que la première condition de la démocratie électorale, c'est que les acteurs, et particulièrement les acteurs principaux, vous disent au moins les règles du jeu sont bonnes. Après, on les vérifie lorsqu'elles sont appliquées. Mais au Cameroun, cela n'a jamais été le cas. Thierry Ndong, pourquoi l'Afrique francophone est plus portée vers les révisions constitutionnelles, contrairement à l'Afrique anglophone? Ben, il ne faut pas généraliser, parce que quand vous dites Afrique francophone, il y a l'Afrique francophone de l'Ouest. Vous voulez enlever le Sénégal? L'Afrique francophone du centre. Et vous verrez très bien que les réalités sont différentes à l'Ouest. Vous citez là le Sénégal, c'est un exemple. On peut citer des pays comme le Bénin, toujours à l'Ouest. C'est des francophones, mais qui excellent par la qualité du jeu démocratique et même qui produit l'alternance. Le Nigeria, tout à l'heure, j'en entendais parler, mais il faut regarder à côté là aussi. Ça change, on me dira qu'ils ne sont pas francophones. Mais c'est le problème, à mon avis, se pose en Afrique centrale francophone. Vous verrez très bien que la plupart des pays francophones de l'Afrique centrale ont retouché systématiquement, ont modifié leur constitution. Et ces constitutions ont été taillées sur mesure par rapport à l'élite en place, par rapport aux dirigeants en place. C'est un constat, on n'a même pas besoin d'être opposant ou du pouvoir pour constater que les constitutions sont taillées sur mesure en Afrique centrale francophone en faveur de celui qui est aux affaires. Et je vais peut-être le dire, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça a commencé depuis les années 2000, parce qu'on a l'impression aujourd'hui en 2015 que ça a commencé. Mais souvenez-vous, au Gabon, en 2002, ça a commencé. Après, c'est venu au Tchad en 2005. C'est monté au Cameroun en 2008. Et ça a traversé maintenant pour aller au Congo. Après, ça a traversé le fleuve. Mais vous voyez très bien. Moi, nous avons fait un titre dessus, on avait dit la malédiction, Afrique centrale, la malédiction des constitutions taillées sur mesure. Et je crois que c'est vraiment le résumé global de tout ce que nous faisons comme débat ici aujourd'hui. Afrique centrale, la malédiction des constitutions taillées sur mesure. Si on reste dans la sous-région francophone, Afrique centrale précisément, on va dire que c'est le mauvais élève en matière de démocratie. Le très mauvais élève. Le très mauvais élève, il faut savoir que nos dirigeants sont d'abord trop compromis. C'est-à-dire qu'ils ne servent pas les intérêts du peuple, mais ils servent les intérêts de ceux qui les ont aidés à atteindre, à être sur ces sièges-là. Et j'ai du mal à entendre un jeune comme Jean-Baptiste défendre certaines choses qui, ma foi, ne sont pas défendables. Il est dans son rôle, hein? Oui, il peut être dans son rôle, sauf que il doit forcément penser aux plus jeunes que lui, qui arrivent et qui ont besoin d'avoir un avenir tracé dans ce pays, dans ces nations, et savoir où, n'est-ce pas, poser les jalons pour qu'ensemble nous allons vers ce développement tant souhaité. Professeur Mathias, une question pour vous deux, pour sortir, et peut-être on va passer la parole à Siki. Est-ce que la révision constitutionnelle constitue un danger pour la démocratie en Afrique? Non, dans le principe, la révision constitutionnelle, c'est une technique qu'on peut utiliser. Le problème, c'est les matières qui portent à révision. Quelles sont les matières qu'on révise dans nos constitutions? Et généralement, on voit que les dispositions qui sont révisées, ce sont les dispositions qui concernent certaines autorités, en particulier les exécutifs présidentiels. Et ça a un inconvénient, c'est que ça ne nous habitue pas à une culture institutionnelle. On n'arrive pas à installer des habitudes institutionnelles qui doivent être intégrées aussi bien par ceux qui dirigent que par ceux qui sont dirigés, par ceux qui gouvernent comme par ceux qui sont gouvernés. Et à partir de là, tout le reste est faussé, même le jeu maintenant des politiques publiques au niveau économique et social. Tout est faussé parce que nous n'avons pas des règles prévisibles, nous n'avons pas des règles stables. Nous ne pouvons donc pas déployer des programmes d'action avec une logique. Et ne soyez pas étonnés que dans beaucoup de ces pays, il y a ce que j'appelle le chaos lent.
Ça veut dire que les gens sont là, ils ont des mandats populaires, ils ont gagné des élections à 80%, 75%, 90%, mais ils n'arrivent pas à gouverner, à donner un cap à l'action gouvernementale, à gouverner selon un plan constant et consistant, et ça nous amène donc à des plans d'urgence tout le temps. D'où la thèse du chaos lent, finalement, développée par le professeur Mathias Onanguini, par Fessiki. Oui, je pense que le président au Congo et partout, même au Cameroun, donc, sont attachés, ils sont liés par ce qui les a fait gagner parfois les élections. Parce que quand on parle de la corruption, elle a quand même une histoire dans ce pays. Elle commence à grandir avec les difficultés sociopolitiques de ce pays. Quand le pouvoir est en difficulté, la corruption grandit parce qu'il utilise beaucoup et les positions de pouvoir et l'argent pour pouvoir se... Si vous permettez, justement, maintenir. pour un peu arbitrer entre vous, en réalité, c'est le même système. Le système Aïdjo et le système BIA sont le même système. Il y a eu un combat pour la direction, mais les mécanismes, l'organisation est restée la même. Expliquez Et ça. le début de la période de corruption, et là, dans une certaine mesure, il a raison, le début, c'est avant que Biya arrive au pouvoir. Rigueur et moralisation ne sont pas des mots inventés par Paul Biya, mais par le président Aïdjo, qui les a mis en place lors du congrès de Bafoussam. Mais, précisément parce que le système aura plus de ressources, et ensuite parce que justement, il peut avoir eu plus de laxisme, ces mécanismes de corruption vont devenir plus importants après. Mais la source, c'est bien avant le régime du renouveau. Parfait, Siki. Non, je ne parle même pas de source. La corruption, elle existe. Elle existe, on l'a dit, elle existe partout. Le problème, c'est quels sont les mécanismes pour combattre la corruption, quelle est la volonté politique de combattre la corruption. Et à un certain moment, est-ce qu'on n'a pas utilisé cette corruption pour garder le pouvoir? Mais ça, c'est clair. Bon, alors, à partir de ce moment-là, comment vous vouliez que la corruption soit combattue? Elle ne pouvait pas être combattue. Non, sur ce point, il n'y a pas de divergence entre nous. Hein. Voilà. Elle ne pouvait pas être combattue. Donc, quand en 1999, le président Biya frappe de façon tonitruante pour la première fois Engo et Munchipu, on se dit, mais enfin, voilà quelque chose qui va arriver. Et puis, tout se tasse. C'est le calme plat à nouveau. Il ne va rebondir que 6 ans plus tard. Avec Ondondon, Giro, Gebelinga, Edou, etc. Et c'est là que vient le dérapage. Parce que si c'est là, on peut quand même dire que leur dossier avait une certaine consistance. Le dérapage vient. Peut-être se rend-il compte que, mais enfin, cet outil est très intéressant. Je peux même en user pour régler quelques petits comptes. Et ça se passe de cette manière. Ça a une histoire que j'espère les gens pourront écrire, ceux qui sont au cœur du pouvoir pourront écrire à un moment pour dire que cette lutte contre la corruption, est-ce que c'était effectivement pour lutter contre la corruption, in fine, ou alors c'était finalement pour régler quelques comptes et conforter le pouvoir. Jean-Baptiste Temengue. Oui, voyez-vous, en 99, je suis fier d'avoir appartenu à un certain nombre de jeunes du parti qui avions initié une grande marche nationale de soutien au chef de l'État à l'époque pour poursuivre cette opération d'assainissement. Et je suis d'accord avec vous qu'en 99, l'avoir fait et suspendu pendant 6 ans a aggravé un certain nombre de cas qu'on aurait pu arrêter dès 99, parce que tout le monde en 99 qui avait, en tout cas qui pouvait voir comment fonctionnait ce pays, savait qu'on allait droit au mur. Bon, peu importe, il n'est jamais trop tard. On aurait pu arrêter plusieurs membres du gouvernement dans cette ce n'est pas un problème personnel, mais il est évident que à la fin des années 90, et je suis souvent surpris que certains de nos aînés ne l'aient su que 5-6 ans après. Mais en 99, dans le cadre de la Ligue nationale des jeunes, nous avions initié une manifestation qui avait été interdite pour dire au chef de l'État, on ne peut pas continuer ici, il faut poursuivre cette opération. D'où d'ailleurs l'étiquette qui m'est souvent attribuée d'opposant interne au parti. Parce que quand j'ai écrit un livre en 2001 pour dire il faut effectivement que le chef de l'État prenne ses responsabilités. Est-ce que c'est faux alors? Non, mais ce n'est pas faux parce que je l'ai dit effectivement par écrit en 2001 et j'ai été le premier content et satisfait quand cette opération a redémarré. Cela dit, le problème de fond, ce n'est pas que nous ne voulons pas tous
ce monde idéal. Mais le problème de fond, c'est qu'il faut être réaliste. Si on a institué des constitutions à l'époque par marchandage politique et qu'on sait très bien que dans beaucoup d'États africains, cela n'est pas applicable, on le constate aujourd'hui. Et donc il faut trouver des voies et moyens pour faire évoluer progressivement ces États. Pas en commençant, on ne construit pas une maison à partir de la toiture. Moi, je pense qu'il faut des fondations. Vous êtes vous-même d'accord, d'ailleurs, qu'il y a une certaine immaturité démocratique de l'Afrique. C'est une réalité aussi. Et c'est tout à fait normal. Ce n'est que depuis peu que nous voulons mettre en place. Donc, ça veut dire qu'il faut, au cas par cas, évoluer tout en évitant la casse. Vous savez que ces processus de démocratisation ont coûté des vies à des millions d'Africains déjà. Donc je crois qu'au cas par cas, il faut évoluer en évitant des dérapages. Et moi je ne suis pas de ceux qui sont pessimistes. Je pense qu'on a déjà assez évolué. L'Afrique a beaucoup évolué sur cette voie. D'ailleurs, un peu trop en oubliant les aspects économiques par moment, parce qu'on pense que cette démocratisation produit des richesses. Ce n'est pas automatique. Mais je pense qu'il faut être prudent. Quand vous évoquez, on a évoqué tout à l'heure l'embarras de la France, il est évident qu'il faut tenir compte de l'ambivalence des acteurs politiques africains. Il y a une instrumentalisation de part et d'autre de ce constitutionnalisme. Quand au Burkina Faso, il y a très peu, les gens ont dit on ne touche pas à la Constitution. Vous avez bien vu que les acteurs qui ont pris le pouvoir quelques instants après par insurrection ont mis cette même Constitution qu'ils défendaient à la poubelle et ont mis en place aujourd'hui un système qui exclut, qui n'a plus rien de totalement libéral au nom d'une souveraineté révolutionnaire. On sait que la révolution n'est pas la démocratie et c'est là où même la France aujourd'hui est obligée d'être prudente par rapport au cas du Congo. Je crois qu'il faut des solutions, une évolution progressive qui permet de mettre par peu après par peu une bonne base de démocratisation de l'Afrique. Débat très enrichissant. On peut épiloguer longuement sur la question. On va peut-être vous donner très rapidement 30 secondes. Je pense que personne ne prend en compte les contraintes auxquelles la démocratisation peut faire face dans les pays africains. C'est là où le sens historique des leaders est quelque chose d'essentiel. Je crois précisément que si on était entré dans une culture de limitation des mandats, ces dirigeants auraient rendu un très grand service à leur pays. Parce que l'idée allait au moins s'installer, qu'on a un temps limité pour pouvoir faire ses preuves, et justement ça allait donner plus d'intensité à la manière de gouverner. Sachant que j'ai 7 ans ou 14 ans, j'allais mettre toute mon énergie pour laisser un bilan satisfaisant. Oui, je voudrais ajouter que nous souscrivons à la dernière argumentation de M. Atemengue. Nous souscrivons. Mais ce que nous dénonçons, c'est que dans cette quête difficile de la démocratie, dans cette marche difficile de la démocratie, certains essaient de profiter de leur position de pouvoir pour tricher. Je crois que c'est ça le sens de tout le débat. De culture. Et la tricherie ici, justement, est d'autant détestable qu'elle vient de ceux qui sont dans des positions de pouvoir. Et je crois que c'est là le sens du débat que nous avons depuis sur les constitutions. Alors, Serge Espoir, qui n'a pas perdu espoir, il va falloir... Il ne faut pas désespérer aussi. Non, je ne perdrai jamais espoir. Sauf ce que je voulais dire à la suite de M. Atemengue, c'est... Je l'ai dit tout à l'heure, le poisson pourrit par la tête. Nous pensons qu'il faut changer notre société de façon de mettant par peu. Mais on a un problème. Mon expérience, en tout cas sur le terrain, me démontre autre chose. Vous voyez, si aujourd'hui une décision politique est prise de telle sorte que le sac du riz sera vendu à 1000 francs, alors tous les Camerounais auront accès au riz. On parle d'éducation. Nous avons besoin de façon très urgente d'une réforme dans notre système éducatif et qui malheureusement, c'est une décision politique qui doit l'imposer et amener les Camerounais à aller vers cela. Parce que si on commence à dire qu'on va commencer par le bas, en montant, rassurez-vous, on n'arrivera presque pas en haut. Mais on a besoin d'un leader charismatique qui a un véritable projet pour la nation et qui
avec des institutions Vous n'arrivez pas à la indépendantes tête de l'État aujourd'hui au Cameroun. et qui, avec des institutions indépendantes, va amener à bien le peuple. Non, son expérience ne parle pas en sa faveur. Je suis désolé, c'est ce que nous avons n'est pas un leader. Serge Espoir, terminons sur cette note d'espoir pour prendre maintenant le reportage de la semaine qui nous amène du côté du quartier de Mimboman, un quartier, une triste célébrité. Cette fois, nous allons du côté de la route qui relie le quartier Abom, qui est dans un piteux état. Les populations fatiguées d'attendre la réaction du gouvernement sont sorties pour affronter ce calvaire. Voici le reportage de la semaine qui porte la signature d'Anongefak de Ebenis Gemna. Homme Katepia, femme niveleuse, la force des bras pour faire de la route Mimboman Abom le canal qui relie l'arrondissement de Yaoundé 4 à l'arrondissement de Yaoundé 5. Ici en communauté, les populations sont sorties nombreuses pour affronter leur calvaire à force d'attendre le gouvernement sans voix. Nous-mêmes, nous devons montrer l'exemple en attendant que les pouvoirs publics nous viennent en aide. C'est ici donc que j'ai donc lancé cet appel. Et vous voyez comment les populations se sont levées massivement. Et vous voyez ce que vous voyez là. Une journée de travail collectif pour trouver la solution provisoire à ce malheur qui hante la localité. Ici, c'est comme un véritable enfer sans mourir. La souffrance à tout temps, mais surtout en saison des pluies. Il y a des voitures, quand ils arrivent même à ce niveau, ça rentre par les voitures ne veulent que dormir ici. Et quand il y a une petite pluie qui tombe ici, aucune voiture ne peut monter. Même descendre à pied, il n'y a pas moyen de descendre à pied. Il n'y a pas moyen de descendre à pied. Il faut seulement essayer de chercher au moins 2 bâtons pour monter ici, comme peut-être si on est au fin fond du village. Un bâton comme 3e pied, c'est déjà l'habitude ici. L'état de la route recrute les pires mots de son lexique. Impraticable, boueuse, crevassée et que sais-je encore. Il y a un complément de malheur. Ce pont, semblable à une pièce d'art, mais qui constitue le cœur du risque de ce quartier. Ses victimes s'égrènent à la même vitesse que le temps. L'autre jour, ça ne fait pas 2 semaines, il y a un taximan qui l'a crié ici dans les quartiers. Nous, on est sortis dans les affaires de 3 h du matin pour le retirer ici. Il est arrivé ici, la voiture la voiture est partie se coucher là. Il y a des motomans, on nous agresse même partout en bas là. Quand la moto ne peut pas te faire descendre. Bon, il y a les gens qui traversent de l'autre côté, au niveau du pont là. Il y a toutes les agressions là-bas. Bon, là quand il pleut, bon, il nous calcule. Il sait que bon, tu ne peux pas prendre la moto ni la voiture pour descendre. Bon, il se place quelque part. Quand on sort la machine, vous êtes obligé de vous livrer. Les travaux de construction de ce pont avaient pourtant été engagés il y a quelques années, mais arrêtés au moindre pas d'avancement. Seul souvenir de ce chantier, la soif qu'il a laissée à la contrée en cassant les tuyaux d'eau. Depuis qu'ils ont effectué les travaux sur le pont, on est coupé, ils ont détruit nos tuyaux d'eau. On n'a plus pratiquement d'eau ici. Et bon, en ce qui nous débrouillons dans des fosses, les puits, vous voyez, dans des marécages là, et des puits pas très propres. C'est terrible. Si vous voyez quelle eau nous buvons ici, vous aurez vraiment pitié de nous. Parce que nous essayons de trouver un peu partout, je ne sais pas quoi, dans des puits. En tout cas, on se débrouille comme on peut. Pauvre Mimboman, obligé parfois de partager le bain avec des canards par manque d'eau. Retour sur ce plateau pour évoquer très rapidement la question du plan d'urgence au Cameroun. Très rapidement, par Fessiki, au cours du dernier conseil ministériel, on a fait un exposé sur l'état des réalisations du plan d'urgence triennal. Est-ce qu'on peut dire que nous sommes sur une bonne voie, comme l'a déclaré le Premier ministre, chef du gouvernement? Bon, disons que si on écarte quand même les retards à l'allumage qui ont été enregistrés à partir de janvier de cette année, on peut dire que la nouvelle page qui s'ouvre peut être intéressante. On a quand même pris 1 an
quasiment, disons, 10 mois pour faire le travail préparatoire, préparation des marchés, les financements, etc. Je crois que c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop pour un plan d'urgence, le temps qu'on a mis à faire tout cela. Mais aujourd'hui, d'ici à la fin de l'année, il y aura probablement une accélération, au moins pour le démarrage de certains travaux concernant le plan d'urgence. On aura une accélération. La question essentielle, c'est est-ce qu'on va pouvoir tenir les délais que l'on se donne? Parce que si on tient les délais, on peut finalement générer effectivement les prémices de la croissance qu'on attend. Par exemple, à Douala, l'autre jour, le représentant du ministre de l'Habitat a indiqué qu'il faut 1 an pour réhabiliter à peu près 6 voies qui ont été sélectionnées à Douala. Si sur les 12 prochains mois, c'est effectivement fait, quelque chose peut pouvoir bouger. Il en est ainsi de tous les autres secteurs qui ont été ciblés dans ce plan d'urgence. Jean-Baptiste, on a parlé de feuilles de route, de budget programme et maintenant de plan d'urgence. Comment le gouvernement articule tout cela? Je pense que le projet, en tout cas l'ambition d'une émergence économique en 2035 passe par là. On constate très bien que depuis quelque temps, les projets structurants, certes, ont été lancés, mais il y a des retards passés par là. Le plan d'urgence, on évoque effectivement un retard d'1 an pour la mise en œuvre. Au-delà de ça, ça a une vertu quand même de relancer la croissance par la dépense publique, même, en tout cas, c'est nécessairement adossé par l'endettement, un endettement qui est nécessaire pour financer tout ça. Je pense que personnellement, nous devrons rester sous régime de plan d'urgence en permanence. Je veux dire que et ça doit être une mentalité, quelque chose qu'on doit incorporer si on aspire à l'émergence. Est-ce que les financements sont disponibles? Est-ce que les financements sont disponibles? Je pense que nous devons intégrer en permanence que nous sommes dans l'urgence. Dans l'urgence. Ça doit être un mode de gouvernement permanent pour que on accélère un certain nombre de choses, parce qu'on a l'impression que la stagnation, l'allure habituelle avec la bureaucratie habituelle, que c'est ça qui va nous conduire à quelque chose. C'est totalement faux. Je crois qu'on doit gouverner en permanence dans l'urgence, d'un plan à un autre, qu'on établisse, on évalue, on refait notre plan d'urgence, et ainsi de suite. Peut-être là, on rattrapera le temps perdu. En tout cas. Alors, Serge Espoir, est-ce qu'une meilleure consommation du budget d'investissement public aurait évité au Cameroun le plan d'urgence? Disons qu'il y a d'abord les acteurs qui doivent animer, n'est-ce pas, ces différents plans. Ce volet-là pose un énorme problème. Parce que, vous voyez, après la mise en œuvre du document de stratégie DS, c'est 4 ans après, on lance le plan d'urgence qui prend 10 mois encore pour les différents... On accuse encore pratiquement 1 an. Je pense qu'il y a un problème des acteurs qui animent tout cela. Et c'est justement de quoi je parlais dès le début de l'émission. On ne peut pas être dans un état sans prévision. On va continuer de façon permanente à travailler en plan d'urgence. Parce qu'après le plan d'urgence, on entrera forcément dans un état d'urgence. Parce que si aussi le désordre continue de l'autre côté, on sera obligé de se retrouver dans un état d'urgence. Donc je veux dire que il faut évidemment que les choses bougent. Nous voulons que les choses bougent. Les choses peuvent bouger. Mais je suis pessimiste sur les acteurs qui animent présentement ces choses-là. Est-ce que ces acteurs-là peuvent compromettre l'avancée de ce plan d'urgence? Oui, parce que toute politique ne vaut que ce que valent les acteurs chargés de l'animer. Moi, je voudrais insister sur le système de suivi-évaluation, parce que nous sommes là en face d'un autre gadget, entre guillemets, que les politiques proposent. Et il est bien qu'à l'arrivée, qu'on sache exactement où on en était au départ, qu'est-ce qui a été fait et quel résultat ça a donné. Donc, pour moi, je suis de ceux qui plaident pour qu'il y ait un système de suivi-évaluation qui permettra à nos autres bénéficiaires de savoir exactement
ce que ça a donné ce plan d'urgence triennal. Maintenant, je ne vais pas entrer dans les débats. On a déjà tellement discuté sur ce plan, sur le caractère d'urgence et sur les actions qui ont été proposées. Je pense qu'aujourd'hui, on a dépassé ce stade-là. On attend voir ce que ça va donner. On veut un système de suivi et évaluation. Mon professeur Mathias Rico Nanguine, sur le plan purement politique, est-ce que le dernier plan d'urgence, on va dire, est-ce qu'il ne se cache pas, par exemple, un agenda politique, électoral, notamment pour le président Paul Biya? Je pense que vous avez dit l'essentiel. La seule logique qu'il y a dans ces plans-là, c'est la logique électoraliste. Il faut donner l'impression qu'on a fait quelque chose et présenter ce quelque chose comme bilan aux électeurs lorsque le terme du mandat présidentiel sera arrivé. C'est la seule logique qu'il y a dans cette affaire. Parce que sinon, on ne comprend pas comment un pays qui a construit un document de référence qui s'appelle le DSCE est en train de faire de la navigation à vue, passer de telles définitions de plan d'urgence à telle autre, changer le formatage. On ne comprend plus rien du tout. Voilà la manifestation du pala-pala au niveau de la politique économique. C'est-à-dire que c'est l'embrouillamini total. Manifestation du pala-pala, c'est une expression d'une chanteuse camerounaise, pala-pala, donc vous dire désordre. Alors, finalement, on sort par là avec vous, Parfait Siki, le repositionnement, on va dire, stratégique du président de la République lors du réaménagement gouvernemental au niveau de SG et PM à la primature de Séraphin Fouda et le positionnement au niveau du Minepat de Lupaul Motazé. Est-ce que le président n'essaye pas de repositionner ses pions pour pouvoir avoir, on va dire comme ça, peut-être en 2018, un résultat favorable? Oui, en tout cas, on peut constater que ça participe des mesures d'urgence qu'il a pu prendre. Il a choisi ce qui lui semble être les meilleurs pour pouvoir provoquer la croissance qui dort depuis un certain temps. Parce que le souci, c'est lequel? C'est que nous avons un extraordinaire potentiel. Malgré la dormance de la première phase, de la première année du plan d'urgence, malgré ce DSE qui n'a pas réussi à décoller vraiment, et malgré ce budget d'investissement public qu'on investit, qu'on exécute qu'à un, nous allons probablement faire 6% de croissance cette année. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais fait ce niveau de croissance. Et je voudrais ajouter à cela le budget de l'État qui est grévé par la guerre contre Boko Haram et par la baisse des ressources pétrolières à la suite de la chute du baril. Donc, normalement, tout ça conjugué aurait dû faire baisser la croissance, au moins stagner la croissance. Mais on a une extraordinaire force économique. On a des opérateurs incroyables. Quand vous arrivez dans nos marchés, nous avons une puissance qui est telle que il faut simplement que le pouvoir, le gouvernement participe lui aussi à ce jeu-là. Et je crois qu'on a aujourd'hui une nouvelle page, comme je dis. Il y a une nouvelle page. Les hommes qui ont été placés ont un bénéfice, on leur donne le bénéfice du doute. Ils ont beaucoup de préjugés favorables pour pouvoir mener à bien la tâche. Vous avez cité le ministre de l'économie, Lupaul Motazé. Vous avez indiqué qu'avec le secrétaire général des services du Premier ministre, ça peut donner un tandem intéressant. Je pense aussi que c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Il faut que les germes qui sont là, que les Camerounais eux-mêmes ont pu mettre en place, soient portés vers une vraie croissance. Alors ça, j'espère. Nous aurons 10 secondes vraiment. Oui, nous aurons le recensement bientôt et qui sera forcément géré par le ministre Lupaul Motazé. Sa présence dans ce ministère-là, nous pouvons interpréter ça économiquement, mais a un véritable rôle pour l'élection, n'est-ce pas, de M. Biya en 2018. Il y a un jeune dont je vais citer, Itebe Armel, qui me disait un jour, pourquoi est-ce que notre pays
ne peut pas être comme les autres pays anglo-saxons. Merci cher monsieur, merci Jean-Baptiste, merci professeur, merci à vous également, merci à tout le monde, merci d'être venu. La rediffusion de ce programme, ce sera à Canal 2 Info à 14h et vous retrouverez cette même rediffusion à Canal 2 International lundi quand il sera 23h. Madame, monsieur Mireska, vous souhaitez de passer une excellente soirée à regarder les programmes de Canal 2 International. D'ici à là, gardez le sourire. Bien le bonjour.